Bonjour à tous, c'est parti. On est parti pour un tour. Donc, je vais vous présenter la gamme, l'évolution de la gamme épicerie. Donc, un rappel des lancements de produits. C'est comme ça. Je vais comme ça. Tac. Voilà. Donc, juste pour rappel, on avait donc on a lancé les sucres de coco. On vient de lancer les sucres de coco, donc le brun et le blanc. En fait, ils seront disponibles chez vous dans les tout prochains jours, les toutes prochaines semaines. Donc, pour rappel, on a un coco brun qui est celui que vous connaissez déjà, donc qui est beaucoup plus typé, très aromatique. Et on a lancé un sucre de coco blanc qui est un sucre plus doux, plus neutre, entre guillemets, et notamment qui convient bien à la pâtisserie. Donc, voilà, ces deux produits sont en lancement. Ces deux produits qui marchent très très bien aujourd'hui, qu'on a beaucoup aussi, qu'on a vendu avec tous nos clients. Donc, c'est des produits phares. Donc voilà, allez-y. Pour information, on est aussi sur des sachets recyclables. Donc en fait, on est sur un nouveau sachet qui est un monoplastique. Donc on peut recycler. C'est un de nos premiers sachets en plastique qu'on peut recycler. Je vous expliquerai tout à l'heure un petit peu ce que ça veut dire. Pour rappel, on a aussi lancé donc, les cacahuètes grillées en novembre. Donc les cacahuètes de Flandès. Hein. Donc on a maintenant deux packs de cacahuètes, le grillé non salé et puis nos chouchous avec de la panela caramélisée. Et je vous présente le premier de nos deux très beaux projets, donc, qui est un café de forêt de Benchmadi, qu'on va lancer courant à peu près en mai. Donc j'ai eu la chance de partir d'être 15 jours en Éthiopie en janvier 2020, il y a un an à peu près. J'avais vu deux unions de coopératives, donc l'union de coopérative de Sidamo, avec qui on travaille aussi, et l'union de coopérative de Benchmadi, qui est une nouvelle coopérative pour nous. Donc là, on lance un café de forêt. Je vais expliquer ce que c'est qu'un café de forêt. Alors, on est sur. Vous voyez qu'on a maintenant une gamme de café Éthiopie avec un moulu 250 grammes qui est notre Sidamo actuel, donc l'union de Sidamo. Et on va lancer deux nouveaux cafés, un moulu 500 grammes et un 1 kg grain. Ce qui est intéressant, c'est qu'on couvre un peu toutes les unités de besoin des consommateurs. Donc, le moulu 500 grammes, c'est un format familial, donc un petit peu meilleur marché que le 250 grammes. Et le kilo grain, c'est une vraie tendance de fond chez les consommateurs aujourd'hui. Où vraiment, il y a beaucoup de gens qui achètent des machines chez eux où ils vont torréfier le café eux-mêmes, enfin, plutôt moudre le café eux-mêmes. Donc ça, c'est voilà, deux produits très complémentaires. Donc on est sur une belle gamme, un prix un peu plus accessible sur le nouveau projet. Et puis surtout, ce qui est intéressant sur ce projet-là, c'est qu'on a un projet à fort impact environnemental que je vais vous expliquer en détail. Au niveau de Solid Almond, plus globalement, on a une volonté de se renforcer sur la gamme des cafés. C'est la première famille en équitable. Donc, on veut devenir aussi des spécialistes, encore plus que ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est donc notre deuxième café qu'on lance en direct producteur. Alors, je vais vous passer un petit film. Alors, c'est un film qui dure 28 minutes. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. C'est juste pour vous présenter un petit peu le milieu du café. Alors, ça, c'est sur le café sauvage. Je vous expliquerai un peu différent tout à l'heure. Ça vous montre un petit peu d'un point de vue biodiversité, d'un point de vue lieu, à quoi ça ressemble en fait Benchmadi. Donc là, on voit qu'on est on est en altitude, hein, on est entre 1400 pour le plus bas et 2500 mètres d'altitude. Là, on est autour de 2500 mètres d'altitude. Vous voyez qu'on a des énormes caféiers en fait, et on voit les gens qui grimpent en fait au tronc directement. On est vraiment en pleine forêt sauvage, et les gens qui sont là, en fait, que le café, ils viennent en bivouac pendant à peu près 2 à 3 mois à la cueillette. Mais en dehors de ces périodes de bivouac où ils sont juste là en cueillette, il n'y a pas de présence humaine du tout. Et on a une grosse biodiversité, on a à peu près 80 espèces végétales qui ont été recensées, donc c'est vraiment énorme.
Et on a toutes sortes d'animaux de faune, y compris des gros animaux. On a des hyènes, des singes, et même il y avait des éléphants et des tigres. Il y a assez peu de temps, là on en voit beaucoup moins. Ou plus, plus vraiment. De la diversité des végétations, qui est juste incroyable. And Adunia has permission to enter Bontoiferhan forest. Voilà. He is one of several dozen figures identified and trained by the local Forest Management Association. Comme dit le commentateur, là, en fait, ils ont une autorisation, c'est des gens qui vivent localement, des producteurs locaux. Ils ont une autorisation spéciale des autorités administratives pour pouvoir pénétrer sur ce territoire juste pour la cueillette pendant 2 ou 3 mois. Après, ils ressortent. Donc, ce film est dispo sur YouTube. Yoann vous mettra le lien, vous pouvez voir tout ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un café de forêt? Alors, un café de forêt, la première chose, c'est que rappelez-vous, on est sur un parc naturel d'à peu près 100 000 hectares, le parc de Benchmadi. Et déjà, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un café sauvage, un café de forêt et un café de jardin. Un café sauvage, c'est ce qu'on vient de voir à l'écran. On est vraiment sur un territoire vierge, sans aucune présence humaine. Simplement, en fait, comme on a vu là, il y a des cueilleurs qui viennent entre septembre-octobre pour cueillir le café. Ils sont en bivouac, donc ils ont des tables de séchage qui sont pliantes, qui prennent avec eux à dos d'homme, en fait. Voilà, ils récoltent leur café, ils le font sécher, et puis quand c'est fini, ils repartent. Mais voilà, ils sont en tente, ou de toute façon, ils sont là de façon assez temporaire. Et et sur ce territoire-là, on n'a pas le droit de couper l'arbre, on n'a pas le droit d'interférer avec la faune ou la flore du tout. Donc voilà, c'est un territoire complètement protégé. Ça, c'est le café sauvage. Le café de forêt, c'est un petit peu pareil, mais la seule différence, c'est que là, il y a une présence humaine. Donc, on a en fait il y a des cases en bambou séché avec les producteurs qui vivent dans la forêt. Ils ont quelquefois un tout petit lopin de terre avec quelques légumes ou vraiment tout petit. Et après, de la même façon que pour le café sauvage, ils vont cueillir dans la forêt le café de forêt. Donc il y a une présence d'hommes qui est très réglementée. Il n'y a pas de coupe d'arbres non plus. Ils n'ont pas le droit de couper d'arbres, ou sinon il faut une autorisation administrative particulière. Et s'il y a une coupe, on doit automatiquement replanter 5 arbres pour remplacer l'arbre coupé. Et on est sur aussi une forte biodiversité. Là, on recense 45 espèces végétales et aussi beaucoup de faune et beaucoup de flore. Et le troisième type de café, c'est ce que je vous ai présenté en janvier l'année passée, il y a 1 an, c'est des cafés de jardin où on est sur, là, par contre, de la culture. Donc, c'est des cafés qu'on a plantés avec généralement aussi dans nos projets une culture en agrobiologie, donc avec des cultures d'accompagnement comme, je sais pas, de la banane ou de la canne à sucre qu'on a vu l'année passée sur Sidamou, par exemple. Donc ça, c'est les 3 types de café. Nous, on part sur un café de forêt, voilà, qui est un café, donc voilà, on peut aussi préserver le milieu. Au niveau donc des gros, alors c'est quoi un café de forêt en termes d'impact environnemental? C'est les grammes que vous avez devant vous, donc c'est ces 5 points. Le premier point, c'est qu'on préserve un patrimoine génétique très ancien. On date les premiers caféiers sur Terre dans cette région de Menchmadi, alors plus précisément sur la montagne d'Amoragedel, Terrara. C'est une montagne, j'étais juste à côté, en fait, on voyait la montagne au loin. Et dans cette région-là, il y a des recherches faites par 2 ONG, notamment une qui recense tous les types et les gènes de café. Ils ont recensé à ce jour près de 4000 gènes de café. Et ça constitue donc aussi un petit peu l'histoire, le patrimoine génétique du café. Et c'est aussi pour le futur potentiellement de nouvelles variétés qu'on pourra hybrider pour créer de nouvelles variétés de café par ailleurs. Donc c'est vraiment là, ce patrimoine génétique.
La deuxième chose, comme on l'a vu, c'est que c'est un territoire naturel dans lequel s'est inséré l'homme. Donc l'homme ne cherche pas à détruire le territoire, mais au contraire à s'y insérer. Donc ça, c'est une grosse différence. C'est aussi un territoire quasi sauvage, donc on bénéficie d'une fertilité naturelle du sol, avec notamment tous les feuilles, toutes les feuilles des grands arbres qui sont au-dessus des caféiers, voilà, donc on a un sol fertile et on a une multitude de cultures et de biodiversité, pardon. On a une faible densité à l'hectare, 600 à 750 cafés à l'hectare, ce qui est très peu. Le troisième point, donc c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on préserve un milieu naturel exceptionnel, notamment 45 espèces végétales sur du café forêt et tous les habitats uniques qui fait qu'on a une faune un petit peu voilà, très, très spécifique, notamment avec beaucoup d'oiseaux et beaucoup de variétés de primates et de singes. Vous verrez dans le film, on a des petits singes blancs et noirs qui sautent d'arbre en arbre. Alors après, d'un point de vue global, c'est aussi à l'échelle du monde, c'est aussi un projet qui s'inscrit dans la protection des grandes forêts au niveau du continent du monde. Donc c'est aussi une réserve de carbone, d'oxygène pour nous tous. Et puis, comme on l'a dit, c'est un biotope naturel qui est préservé. En 4, on a vraiment des réserves naturelles où on va trouver du café sauvage, où là, l'homme ne peut pas rentrer. Donc, c'est vraiment des habitats très protégés. Et en 5, on a une tasse d'exception. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de variétés différentes dans ce café-là. Donc, on va avoir une grande complexité d'arômes et quelque chose de très, très élaboré au niveau de l'arôme et très, très complexe. Après, les particularités des cafés éthiopiens, dans le sens plus large, on a souvent des profils floraux et aussi fruités, vraiment très spécifiques. L'union de coopératives de Benchmadi, c'est une union qui a été fondée en 2005, autour de 14 coopératives fondatrices. Depuis 2016, sur les 4-5 dernières années, il y a vraiment eu une très belle dynamique dans la coopérative. Et de ce fait, beaucoup de caféiculteurs ont joint la coopérative et ont joint l'union de coopératives et beaucoup de nouvelles coopératives ont joint l'union. Tout simplement, imaginez que la zone de Benchmadi et alentour, c'est près de 500 000 producteurs de café qui sont présents, qui vivent de cette activité-là. C'est 21 millions de personnes en Éthiopie au global, donc c'est vraiment aussi la première source de revenus pour les Éthiopiens. Et la coopérative paye beaucoup mieux son café aux producteurs que les gens indépendants qui vont vendre à des intermédiaires, entre 60 et 100% du prix, d'un prix supérieur en fait à ce qui est payé par des intermédiaires. Donc c'est pour ça principalement et aussi que la coopérative croît en fait et se développe. Une autre chose importante, c'est que la qualité de ces cafés-là forêts s'est beaucoup améliorée ces dernières années. Il y a 4-5 ans, on parlait de café forêt et on avait on avait une grande variabilité d'une tasse à l'autre, presque, j'ai envie de dire. Là, il y a vraiment eu un gros travail de fait au niveau des coopératives. Il y a beaucoup de stations de lavage qui ont été implantées sur le territoire, ce qui permet d'avoir en fait une cueillette proche d'une station de lavage et donc le café est frais et tout de suite traité et lavé pour avoir le produit qu'on a au final. Donc ça, c'est vraiment une dynamique propre à la coopérative. J'ai visité la coopérative Sidamo, c'était pas du tout la même dynamique et pas du tout la même volonté de progresser en permanence comme moi j'ai pu le voir sur Benchmadi. Ce qui est très particulier aussi au niveau de Benchmadi, c'est qu'on est sur un modèle participatif. Ils appellent ça le 1 sur 10. Imaginez une coopérative de 2-3 000 producteurs et dans cette coopérative-là, on a des producteurs leaders et chaque producteur leader en fait va encadrer 9 autres producteurs. Donc en gros, on a tous les meilleurs producteurs, ceux qui sont le plus avancés au niveau notamment au niveau de leur technique de production et de cueillette. Et ils vont former les autres producteurs pour s'assurer que la qualité de la coopérative monte en fait. Et c'est vraiment ce qui fait aujourd'hui le succès de la coopérative. Et ce modèle-là, il y a même, quand j'étais sur place en Éthiopie, j'étais même avec un représentant du ministère de l'Agriculture. Et il souhaitait se servir de cette coopérative pour disséminer ce modèle
à différentes coopératives de café et d'autres choses en Éthiopie. Donc c'est vraiment un point fort de la coopérative. L'autre chose, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est une coopérative qui a de l'ambition. Donc ils ont créé beaucoup de stations de lavage pour le café lavé. Ils ont aussi une unité de décortiquage voilà, qui est à 10, aujourd'hui, qui est en sous-traitance, enfin, c'est un prestataire extérieur. Et là, ils ont le projet à 2-3 ans de pouvoir financer leur propre usine de décortiquage. Donc c'est pareil, c'est des gens, voilà, c'est un projet dynamique et ambitieux. Donc pour continuer sur la même veine, sur cette fibre écologique, on va parler de packaging. Alors, on a beaucoup de changements sur les packaging. On a déjà eu beaucoup de changements et on va continuer sur cette lancée-là, sur nos produits en alimentaire. N'oubliez pas que le packaging, bah, le sachet, c'est quand même une grosse source de pollution. C'est la principale. Donc, c'est vraiment quelque chose à travailler. Sur les enjeux d'un packaging écologique, il y a 3 mots à retenir aujourd'hui. Le premier, c'est ce qu'on appelle compostable. On va même dire homme compostable ou compostable à la maison. Donc, c'est des emballages, comme là, on aperçoit cet emballage transparent pour chocolat, qu'on va pouvoir mettre dans son compost à la maison, qui va se dégrader tout seul, ou mettre dans son lubri-compost à la cuisine, et directement avec ses déchets végétaux, sans aucune autre prérogative. L'autre mot à retenir, c'est qu'on essaie de pousser pour avoir des matériaux biosourcés. Alors, ce qu'on appelle des matériaux biosourcés, c'est simplement des matériaux végétaux ou issus du vivant, par opposition au plastique issu de la pétrochimie. Et le troisième mot à retenir, c'est recyclable et recyclé. Partout où on peut, on part sur des sachets recyclables et recyclés. Typiquement, un sachet plastique, un sachet monoplastique en polyéthylène est recyclable. Et en plus, il y a une filière de recyclage en France, donc, et aussi recyclé. Donc voilà, ça c'est les 3 mots à retenir. On a déjà, là vous avez quelques photos à l'écran, mais on a déjà dans notre gamme actuelle plusieurs produits avec des emballages écologiques. Notre gamme de thé voyage, thé santé, on est sur un emballage papier et aussi un emballage compostable maison. Donc comme pour le chocolat là qu'on a là. Donc ça c'est déjà en place. On a, rappelez-vous, nos petits cubes de Dulcita qui sont en matériaux biosourcés, en canne à sucre et recyclables. C'est un papier. Voilà, c'est 2 autres exemples. On a aussi nos pyramides de la vie en herbe qui sont biodégradables, avec aussi un emballage en amidon de maïs biodégradable. Pas en compost, mais au moins biodégradable. Voilà. C'est pour voilà. Une autre innovation sur le café Éthiopie. Donc on lance un sachet composé de papier et de plastique. Donc c'est une innovation aussi, je pense même au niveau de la France. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de sachets pour du café en papier et en plastique. Il y a à peu près 75% de papier et 25% de plastique. C'est un sachet recyclable, puisqu'en fait, dans le recyclage, on peut désolidariser le papier et le plastique, et le papier va être recyclé. C'est aussi un papier issu, donc biosourcé, issu des forêts durables des Landes, donc on va dire issu d'une filière locale, française pour le moment. Sur nos sacs en craft, partout où c'est possible, on passe en craft. Sur les sacs en vrac, pardon. Partout où c'est possible, on passe en craft. Donc le sésame, là, depuis septembre, on est en craft. On travaille là avec les producteurs de quinoa pour passer aussi tous les sachets vrac en craft. Et le dernier exemple, c'est notre sachet, nos 2 sachets de sucre de coco recyclable qui sont en monoplastique, qui est du polyéthylène, et donc qui à terme, voilà, il y a des filières de recyclage du plastique qui sont créées, et donc on pourra recycler. Contrairement aux autres films plastiques qui généralement sont des bimatériaux, donc on ne peut pas recycler parce qu'il y a 2 matières, on ne sait pas les séparer d'un point de vue filière de recyclage en France. Comme l'a très bien dit déjà Delphine, nous en alimentaire, on est toujours en voie maritime, hein, donc on est déjà virtueux sur cette partie-là. Cette année, il y a eu on a fait un gros pari avec Delphine pour aussi regrouper les commandes les artisans, et puis tout envoyer en maritime. Donc ça, c'est vraiment top. Et en tête qu'au niveau du bilan carbone, il y a toujours 2 gros points noirs dans la chaîne, c'est les transports terrestres, de très loin, et puis tout ce qui est transformation industrielle. Le transport maritime est comparativement, bien sûr, beaucoup moins polluant
que ces deux gros points noirs. Alors, on tente aussi, sans test, on va voir si on pourra le faire ou pas. On va peut-être essayer d'envoyer un conteneur là dans les prochains mois en voie fluviale entre le port du Havre et la région parisienne, voilà, pour éviter le transport terrestre. C'est un projet, on va voir si on arrive au bout, mais voilà, pour info, c'est ce sur quoi on essaie de travailler en ce moment. Alors, un petit lifting de 2-3 petits éléments. Comme pour répondre à vos besoins, on sait que vous avez toujours cette demande, on essaie d'avoir des conditionnements réduits. Donc, pour le Café Pérou, depuis hier, je crois, on est passé sur des cartons de 12 unités, alors qu'on était sur des cartons de 20 unités par passé. Et sur le chocolat en poudre d'Oxfam, on passe à des cartons de 10, alors qu'on est sur des cartons de 12 dans le passé. Un petit changement aussi d'un petit lifting sur notre coffret de thé. L'information principale, c'est que le rooibos des coffrets Oxfam là, est remplacé par du thé vert à la menthe. Et puis un petit aussi changement au niveau du look du coffret. Voilà, il sera disponible dans les prochains mois à l'écoulement du coffret précédent. Un petit mot sur Pâques. Aussi un petit mot pour vous rappeler que dans Pâques, on a le petit lapin et le petit mouton au chocolat qui sont issus d'un projet Oxfam, Buy to Fight. C'est une très belle initiative qu'ils ont lancée l'année passée. Ils travaillent avec une coopérative en Côte d'Ivoire de façon directe, donc c'est du cacao directement de chez Ecokim. Et en fait, ils ont fait le pari de rémunérer bien, de façon beaucoup plus importante, leurs producteurs de cacao. Ils ont une prime de quasiment 1 000 € la tonne. Donc, ils sont passés à un prix de 3 000 € la tonne. Alors qu'en comparaison, par exemple, sur un simple cacao fair trade, on est à 2 400 € la tonne. Donc, on a un prix supérieur. Et ils ont toute une campagne aussi de sensibilisation du public sur le fait que, notamment, le cacao africain n'est pas assez bien rémunéré et que voilà, c'est vraiment le message. Allez voir leur campagne sur leur site. C'est un beau message à relayer, Buy to Fight. Donc, faites aussi votre part là-dessus, je pense que c'est important. Et puis, je vais finir par notre deuxième très beau projet à Madagascar. Avec, vous voyez à l'écran, un magnifique manguier à gauche de l'écran. Et puis, 2 personnes qui ont collecté des ananas. Merci beaucoup. Merci, Yann. Bonjour à tous. C'est parti. Alors, on est parti pour un tour. Donc, je vais vous présenter l'évolution de la gamme épicerie. Donc, un rappel des lancements de produits. C'est comme ça. Je vais comme ça. Tac. Voilà. Donc, juste pour rappel, on a lancé les sucres de coco. On vient de lancer les sucres de coco, donc le brun et le blond. En fait, ils seront disponibles chez vous dans les tout prochains jours, les toutes prochaines semaines. Donc, pour rappel, on a un coco brun qui est celui que vous connaissez déjà, donc qui est beaucoup plus typé, très aromatique. Et on a lancé un sucre de coco blond qui est un sucre plus doux, plus neutre, entre guillemets, et notamment qui convient bien à la pâtisserie. Donc, voilà, ces deux produits sont en lancement. Ces 2 produits qui marchent très très bien aujourd'hui, qu'on a beaucoup aussi, qu'on a vendu avec tous nos clients. Donc, c'est des produits phares. Donc voilà, allez-y. Pour information, on est aussi sur des sachets recyclables. Donc en fait, on est sur un nouveau sachet qui est un monoplastique. Donc on peut recycler. C'est un de nos premiers sachets en plastique qu'on peut recycler. Je vous expliquerai tout à l'heure un petit peu ce que ça veut dire. Pour rappel, on a aussi lancé donc, les cacahuètes grillées en novembre. Donc les cacahuètes de Friandes. Hein. Donc on a maintenant deux packs de cacahuètes, le grillé non salé et puis nos chouchous avec de la panela caramélisée. Et je vous présente le premier de nos 2 très beaux projets, donc, qui est un café de forêt de Benchmadi, qu'on va lancer à peu près en mai. Donc j'ai eu la chance de partir d'être 15 jours en Éthiopie en janvier 2020, il y a 1 an à peu près.
J'avais vu deux unions de coopératives, donc l'union de coopérative de Sidamo, avec qui on travaille aussi, et l'union de coopérative de Benchmagic, qui est une nouvelle coopérative pour nous. Donc là, on lance un café de forêt. Je vais expliquer ce que c'est qu'un café de forêt. Alors, on est sur, vous voyez qu'on a, on a maintenant une gamme de café Éthiopie avec un moulu 250 grammes qui est notre Sidamo actuel, donc l'union de Sidamo, et on va lancer deux nouveaux cafés, un moulu 500 grammes et un 1 kg grain. Ce qui est intéressant, c'est qu'on couvre un peu toutes les unités de besoin des consommateurs. Donc le moulu 500 grammes, c'est un format familial, donc un petit peu meilleur marché que le 250 grammes. Et le kilo grain, c'est une vraie tendance de fond chez les consommateurs aujourd'hui. Donc vraiment, il y a beaucoup de gens qui achètent des machines chez eux où ils vont torréfier le café eux-mêmes, enfin plutôt moudre le café eux-mêmes. Donc ça, c'est voilà, c'est deux produits très complémentaires. Donc on est sur une belle gamme, un prix un peu plus accessible sur le nouveau projet. Et puis surtout, ce qui est intéressant sur ce projet-là, c'est qu'on a un projet à fort impact environnemental que je vais vous expliquer en détail. Au niveau de Solid Almond, plus globalement, on a une volonté de se renforcer sur la gamme des cafés. C'est la première famille en équitable, donc on veut devenir aussi des spécialistes, encore plus que ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est donc notre deuxième café qu'on lance en direct producteur. Alors, je vais passer à un petit film. Alors, c'est un film qui dure 28 minutes. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. C'est juste pour vous présenter un petit peu le milieu du café. Alors, ça, c'est sur le café sauvage. Je vous expliquerai un peu la différence tout à l'heure. Ça vous montre un petit peu d'un point de vue biodiversité, d'un point de vue lieu, à quoi ça ressemble en fait Benchmagic. Donc là, on voit qu'on est on est en altitude, hein, on est entre 1400 pour le plus bas et 2500 mètres d'altitude. Là, on est autour de 2500 mètres d'altitude. Vous voyez qu'on a des énormes caféiers en fait, et on voit les gens qui grimpent en fait avec au tronc directement. On est vraiment en pleine forêt sauvage, et les gens qui sont là, en fait, que le café, ils viennent en bivouac pendant à peu près 2 à 3 mois à la cueillette. Et en dehors de ces périodes de bivouac où ils sont juste là en cueillette, il n'y a pas de présence humaine du tout. Et on a une grosse biodiversité, on a à peu près 80 espèces végétales qui ont été recensées, donc c'est vraiment énorme. Et on a toutes sortes d'animaux, de faune, y compris des gros animaux. On a des hyènes, des singes, et même il y avait des éléphants et des tigres. Il y a assez peu de temps, là on en voit beaucoup, mais plus vraiment. La diversité des végétations, qui est juste incroyable. And Adunia has permission to enter Wonderful Forest. Voilà. He is one of several dozen pickers identified and trained by the local Forest Management Association. Comme dit le commentateur, là, en fait, ils ont une autorisation, c'est des gens qui vivent localement, des producteurs locaux. Ils ont une autorisation spéciale des autorités administratives pour pouvoir pénétrer sur ce territoire juste pour la cueillette pendant 2 ou 3 mois. Après, ils ressortent. Donc, ce film est dispo sur YouTube. Yoann vous mettra le lien, vous pouvez voir tout ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un café de forêt? Alors, un café de forêt, la première chose, c'est que rappelez-vous, on est sur un parc naturel d'à peu près 100 000 hectares, le parc de Benchmagic. Et déjà, je vais expliquer ce que c'est qu'un café sauvage, un café de forêt et un café de jardin. Un café sauvage, c'est ce qu'on vient de voir à l'écran. On est vraiment sur un territoire vierge, sans aucune présence humaine. Simplement, en fait, comme on a vu là, il y a des cueilleurs qui viennent entre septembre-octobre pour cueillir le café. Ils sont en bivouac, donc ils ont des tables de séchage qui sont pliantes, qui prennent avec eux à dos d'homme en fait. Voilà, ils récoltent leur café, ils le font sécher, et puis quand c'est fini, ils repartent
mais voilà, ils sont en tente ou de façon, ils sont là de façon assez, voilà, assez temporaire. Et et sur ce territoire-là, on n'a pas le droit de couper l'arbre, on n'a pas le droit d'interférer avec la faune ou la flore du tout. Donc voilà, c'est un territoire complètement protégé. Ça, c'est le café sauvage. Le café de forêt, c'est un petit peu pareil, mais la seule différence, c'est que là, il y a une présence humaine. Donc, on a en fait il y a des cases en bambou séché avec les producteurs qui vivent dans la forêt. Ils ont quelquefois un tout petit lopin de terre avec quelques légumes ou vraiment tout petit. Et après, de la même façon que pour le café sauvage, ils vont cueillir dans la forêt le café de forêt. Donc il y a une présence d'hommes qui est très réglementée. Il n'y a pas de coupe d'arbres non plus. Ils n'ont pas le droit de couper d'arbres, ou sinon il faut une autorisation administrative particulière. Et s'il y a une coupe, on doit automatiquement replanter 5 arbres pour remplacer l'arbre coupé. Et on est sur aussi une forte biodiversité. Là, on recense 45 espèces végétales et aussi beaucoup de faune et beaucoup de flore. Et le troisième type de café, c'est ce que je vous avais présenté en janvier l'année passée, il y a un an, c'est des cafés de jardin où on est sur là par contre de la culture. Donc c'est des cafés qu'on a plantés avec généralement aussi pour nous dans nos projets une culture en agrobiologie, donc avec des cultures d'accompagnement comme je sais pas de la banane ou de la canne à sucre qu'on a vu l'année passée sur Sidamou par exemple. Donc ça c'est les trois types de cafés. Nous, on part sur un café de forêt, voilà, qui est un café donc voilà, on peut aussi préserver le milieu. Au niveau donc des gros, alors c'est quoi un café de forêt en termes d'impact environnemental? C'est le diagramme que vous avez devant vous. Donc c'est ces 5 points. Le premier point, c'est on préserve un patrimoine génétique très ancien. On date les premiers caféiers sur Terre dans cette région de Menchmadi, alors plus précisément sur la montagne d'Amoragedel, Terrara. C'est une montagne, j'étais juste à côté, en fait, on voyait la montagne au loin. Et dans cette région-là, il y a des recherches faites par 2 ONG, notamment une qui recense toutes les types et les gènes de café. Ils ont recensé à ce jour près de 4000 gènes de café. Et ça constitue donc aussi un petit peu l'histoire, le patrimoine génétique du café. Et c'est aussi pour le futur potentiellement de nouvelles variétés qu'on pourra hybrider pour créer de nouvelles variétés de café par ailleurs. Donc c'est vraiment là, ce patrimoine génétique. La deuxième chose, comme on l'a vu, c'est que c'est un territoire naturel dans lequel s'est inséré l'homme. Donc l'homme ne cherche pas à détruire le territoire, mais au contraire à s'y insérer. Donc ça, c'est une grosse différence. C'est aussi un territoire quasi sauvage, donc on bénéficie d'une fertilité naturelle du sol, avec notamment toutes les feuilles, toutes les feuilles des grands arbres qui sont au-dessus des caféiers, voilà, donc on a un sol fertile, et on a une espèce de culture de biodiversité, pardon. On a une faible densité à l'hectare, 600 à 750 cafés à l'hectare, ce qui est très peu. Le troisième point, donc c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on préserve un milieu naturel exceptionnel, notamment 45 espèces végétales sur du café forêt et tous les habitats uniques qui fait qu'on a une faune un petit peu voilà, très, très spécifique, notamment avec beaucoup d'oiseaux et beaucoup de variétés de primates et de singes. Vous verrez dans le film, on a des petits singes blancs et noirs qui sautent d'arbre en arbre. Alors après, d'un point de vue global, c'est aussi à l'échelle du monde, c'est aussi un projet qui s'inscrit dans la protection des grandes forêts au niveau du continent du monde. Donc c'est aussi une réserve de carbone, d'oxygène pour nous tous. Et puis, comme on l'a dit, c'est un biotope naturel qui est préservé. En 4, on a vraiment des réserves naturelles où on va trouver du café sauvage, où là, l'homme ne peut pas rentrer. Donc c'est vraiment des habitats très protégés. Et en 5, on a une tasse d'exception. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de variétés différentes dans ce café-là. Donc, on va avoir une grande complexité d'arômes et quelque chose de très, très élaboré au niveau de l'arôme et très, très complexe. Après, les particularités
des cafés éthiopiens, dans le sens plus large. On a souvent des profils floraux et aussi fruités, vraiment très spécifiques. L'union de coopératives de Benchmadi, c'est une union qui a été fondée en 2005, autour de 2014, autour de 14 coopératives fondatrices. Depuis 2016, sur les 4-5 dernières années, il y a vraiment eu une très belle dynamique dans la coopérative. Et de ce fait, beaucoup de caféiculteurs ont joint la coopérative et ont joint l'union de coopératives, et beaucoup de nouvelles coopératives ont joint l'union. Tout simplement, imaginez que la zone de Benchmadi et alentour, c'est près de 500 000 producteurs de café qui sont présents, qui vivent de cette activité-là. C'est 21 millions de personnes en Éthiopie au global, donc c'est vraiment aussi la première source de revenus pour les Éthiopiens. Et la coopérative paye beaucoup mieux son café aux producteurs que les gens indépendants qui vont vendre à des intermédiaires, entre 60 et 100% du prix, d'un prix supérieur en fait à ce qui est payé par des intermédiaires. Donc c'est pour ça principalement, et aussi que la coopérative croît en fait et se développe. Une autre chose importante, c'est que la qualité de ces cafés-là forêts s'est beaucoup améliorée ces dernières années. Il y a 4-5 ans, on parlait de café forêt et on avait on avait une grande variabilité d'une tasse à l'autre, presque, j'ai envie de dire. Là, il y a vraiment eu un gros travail de fait au niveau des coopératives. Il y a beaucoup de stations de lavage qui ont été implantées sur le territoire, ce qui permet d'avoir en fait une cueillette proche d'une station de lavage et donc le café est frais et tout de suite traité et lavé pour avoir le produit qu'on a au final. Donc ça, c'est vraiment une dynamique propre à la coopérative. J'ai visité la coopérative Sidamo, c'était pas du tout la même dynamique et pas du tout la même volonté de progresser en permanence comme moi j'ai pu le voir sur Benchmadi. Ce qui est très particulier aussi au niveau de Benchmadi, c'est qu'on est sur un modèle participatif. Ils appellent ça le 1 sur 10. Imaginez une coopérative de 2-3 000 producteurs. Et dans cette coopérative-là, on a des producteurs leaders. Et chaque producteur leader, en fait, va encadrer 9 autres producteurs. Donc, en gros, on a tous les meilleurs producteurs, ceux qui sont le plus avancés au niveau notamment au niveau de leur technique de production et de cueillette. Et ils vont former les autres producteurs pour s'assurer que la qualité de la coopérative monte, en fait. Et c'est vraiment ce qui fait aujourd'hui le succès de la coopérative. Et ce modèle-là, il vient même, quand j'étais sur place en Éthiopie, j'étais même avec un représentant du ministère de l'Agriculture. Et il souhaitait se servir de cette coopérative pour disséminer ce modèle à différentes coopératives de café et d'autres choses en Éthiopie. Donc c'est vraiment un point fort de la coopérative. L'autre chose, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est une coopérative qui a de l'ambition. Donc ils ont créé beaucoup de stations de lavage pour le café lavé. Ils ont aussi une unité de décortiquage qui est à 10 aujourd'hui, qui est en sous-traitance, c'est un prestataire extérieur. Et là, ils ont le projet à 2-3 ans de pouvoir financer leur propre usine de décortiquage. Donc c'est pareil, c'est des gens, c'est un projet dynamique et ambitieux. Donc pour continuer sur la même veine, sur cette fibre écologique, on va parler de packaging. Alors, on a beaucoup de changements sur les packaging. On a déjà eu beaucoup de changements et on va continuer sur cette lancée-là, sur nos produits en alimentaire. N'oubliez pas que le packaging, le sachet, c'est quand même une grosse source de pollution. C'est la principale. Donc, c'est vraiment quelque chose à travailler. Sur les enjeux d'un packaging écologique, il y a 3 mots à retenir aujourd'hui. Le premier, c'est ce qu'on appelle compostable. On va même dire homme compostable ou compostable à la maison. Donc, c'est des emballages, comme là, on aperçoit cet emballage transparent pour chocolat, qu'on va pouvoir mettre dans son compost à la maison, qui va se dégrader tout seul, ou mettre dans son lubricompost à la cuisine, et directement avec ses déchets végétaux, sans aucune autre prérogative. L'autre mot à retenir, c'est qu'on essaie de pousser pour avoir des matériaux biosourcés. Alors, ce qu'on appelle des matériaux biosourcés, c'est simplement des matériaux végétaux ou issus du vivant, par opposition au plastique issu de la pétrochimie. Et le troisième mot à retenir, c'est recyclable et recyclé partout où on peut. On part sur des sachets recyclables et recyclés
typiquement, un sachet plastique, un sachet monoplastique en polyéthylène est recyclable. Et en plus, il y a une filière de recyclage en France, donc, et aussi recyclé. Donc voilà, ça c'est les 3 mots à retenir. On a déjà, là vous avez quelques photos à l'écran, mais on a déjà dans notre gamme actuelle plusieurs produits avec des emballages écologiques. Notre gamme de thé voyage, thé santé, on est sur un emballage papier et aussi un emballage compostable maison. Donc comme pour le chocolat là qu'on a là. Donc ça c'est déjà en place. On a, rappelez-vous, nos petits cubes de Dulcita qui sont en matériaux biosourcés, en canne à sucre et recyclables. C'est un papier. Voilà, c'est 2 autres exemples. On a aussi nos pyramides de la vie en herbe qui sont biodégradables, avec aussi un emballage en amidon de maïs biodégradable. Pas en compost, mais au moins biodégradable. Voilà. C'est pour voilà. Une autre innovation, c'est notre café Éthiopie. Donc on lance un sachet composé de papier et de plastique. Donc c'est une innovation aussi, je pense même au niveau de la France. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de sachets pour du café en papier et en plastique. Il y a à peu près 75% de papier et 25% de plastique. C'est un sachet recyclable, puisqu'en fait, dans le recyclage, on peut désolidariser le papier et le plastique, et le papier va être recyclé. C'est aussi un papier issu, donc biosourcé, issu des forêts durables des Landes, donc on va dire issu d'une filière locale, française pour le moment. Sur nos sacs en craft, partout c'est possible, on passe en craft, sur les sacs en vrac, pardon. Partout c'est possible, on passe en craft. Donc le sésame, là, depuis septembre, on est en craft. On travaille là avec les producteurs de quinoa pour passer aussi tous les sachets vrac en craft. Et le dernier exemple, c'est nos 2 sachets de sucre de coco recyclable qui sont en monoplastique, qui est du polyéthylène, et donc qui à terme, voilà, il y a des filières de recyclage du plastique qui sont créées et donc on pourra recycler. Contrairement aux autres films plastiques qui généralement sont des bimatériaux, donc on ne peut pas recycler parce qu'il y a 2 matières, on ne sait pas les séparer d'un point de vue filière de recyclage en France. Comme l'a très bien dit déjà Delphine, nous en alimentaire, on est toujours en voie maritime, hein, donc on est déjà virtueux sur cette partie-là. Cette année, il y a eu on a fait un gros pari avec Delphine pour aussi regrouper les commandes les artisans, et puis tout envoyer en maritime. Donc ça, c'est vraiment top. Et en tête qu'au niveau du bilan carbone, il y a toujours 2 gros points noirs dans la chaîne, c'est les transports terrestres de très loin, et puis tout ce qui est transformation industrielle. Le transport maritime est comparativement, bien sûr, hein, beaucoup moins polluant que ces 2 gros points noirs. Alors on tente aussi, sans test, on va voir si on pourra le faire ou pas. On va peut-être essayer d'envoyer un conteneur là dans les prochains mois en voie fluviale entre le port du Havre et la région parisienne, voilà, pour éviter le transport terrestre. C'est un projet, on va voir si on arrive au bout, mais voilà, pour info, c'est ce sur quoi on essaie de travailler en ce moment. Alors, un petit lifting de 2-3 petits éléments. Comme pour répondre à vos besoins, on sait que vous avez toujours cette demande, on essaie d'avoir des conditionnements réduits. Donc, pour le Café Pérou, depuis hier, je crois, on est passé sur des cartons de 12 unités, alors qu'on était sur des cartons de 20 unités par passé. Et sur le chocolat en poudre d'Oxfam, on passe à des cartons de 10, alors qu'on est sur des cartons de 12 dans le passé. Un petit changement aussi d'un petit lifting sur notre coffret de thé. L'information principale, c'est que le rooibos des coffrets Oxfam là, est remplacé par du thé vert à la menthe. Et puis, il y a un petit aussi changement au niveau du look du coffret. Voilà, il sera disponible dans les prochains mois à l'écoulement du coffret précédent. Un petit mot sur Pâques. Aussi un petit mot pour vous rappeler que dans Pâques, on a le petit lapin et le petit mouton au chocolat qui sont issus d'un projet Oxfam, Buy to Fight. C'est une très belle initiative qu'ils ont lancée l'année passée. Ils travaillent avec une coopérative en Côte d'Ivoire, hein, de façon directe, donc c'est du cacao directement de chez Ecokim. Et en fait, ils ont fait le pari de rémunérer bien, de façon beaucoup plus importante, leurs producteurs de cacao. Ils ont une prime de quasiment 1 000 euros la tonne. Donc, ils sont passés à un prix de 3 000 euros la tonne.
Alors qu'en comparaison, par exemple, sur un simple cacao fair trade, on est à 2400 € la tonne. Donc on a un prix supérieur. Et ils ont toute une campagne aussi de sensibilisation du public sur le fait que, notamment, le cacao africain n'est pas assez bien rémunéré et que voilà, c'est vraiment le message. Allez voir leur campagne sur leur site. C'est un beau message à relayer, Buy to Fight. Donc, faites aussi votre part là-dessus, je pense que c'est important. Et puis, je vais finir par notre deuxième très beau projet à Madagascar. Avec, vous voyez là, à l'écran, là, un magnifique manguier à gauche de l'écran, et puis deux personnes qui ont collecté des ananas. Recording is on. Voilà, et je vous laisse avec Yannick pour la suite. Merci. Donc on lance, alors c'est tout des filières en direct de fruits. C'est un projet dans lequel on a été beaucoup impliqué personnellement. Donc c'est un super projet. On est sur du 100% jus. Donc c'est pas des concentrés, c'est pas du jus concentré, c'est pas des nectars, c'est du 100% jus. On est sur 4 filières d'approvisionnement, donc avec l'ananas, la mangue, le litchi voilà, l'ananas, la mangue et le litchi, pardon. Trois fruits principaux. On est sur des recettes innovantes. On a un ananas Cayenne, qui sera, je pense, le premier sur le marché. L'ananas Cayenne, il est bien équilibré. Donc, il est sucré, mais il a aussi une petite acidité. Donc, il est très bon. On est sur un smoothie mangue ananas à base de purée de mangue et de jus d'ananas. Pareil, en 100% jus de fruits. 100% fruits, pardon. Donc vous verrez, mais la mangue est beaucoup plus aromatique et beaucoup plus prend le pas sur l'ananas. Donc c'est vraiment comme boire en fait un jus d'ananas. On est sur un litchi ananas avec 65% de litchi, de la même façon voilà, on a vraiment l'impression d'avoir du litchi frais en bouche. Il est vraiment vraiment très très parfumé. C'est du litchi de Manakara, qui est la région la plus réputée pour le litchi à Madagascar. Et on a un ananas gingembre à base d'ananas et de gingembre frais. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que le gingembre est fraîchement pressé. C'est pas de la poudre de gingembre, c'est du fruit frais. Donc on a une belle gamme innovante. Bien sûr, on est un peu plus cher puisqu'on est en bio, on est en 100% jus et on est en équitable. Mais c'est une belle gamme qu'on va démarrer en avril. Et là, on est en train de finaliser les derniers petits détails pour la production dans les prochaines semaines. Donc, comme je vous le disais, l'ananas, c'est une variété Cayenne. C'est des coopératives, c'est des petites coopératives. Là, il y a deux coopératives qu'on vous présentais tout à l'heure, une quarantaine de producteurs chacune. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est sur ce qu'on appelle une culture pluviale. Alors, une culture pluviale, c'est simplement qu'en fait, on respecte le cycle naturel de l'ananas, alors que tous les ananas que vous voyez en supermarché ou sur les étals d'une épicerie, ils ont été initiés par une induction, ce qu'on appelle une induction florale. Donc, en fait, on accélère artificiellement une floraison à base d'un gaz. Disons qu'il y a un peu une main de l'homme artificielle pour faire mûrir cet ananas et pour le déclencher. Là, on est sur un cycle naturel. Donc là, c'est simplement la pluie et le soleil qui le font pousser. Il pousse à son rythme, donc il met 14 mois, alors que sur une induction florale, c'est beaucoup plus rapide. Et il pousse en saison. Donc la récolte est en mars, et quand la récolte est finie, ça s'arrête. L'induction florale, en fait, on peut la déclencher n'importe quand. Donc en fait, ça permet aussi, sur des zones de production entre guillemets industrielles, de produire l'ananas en permanence. Alors, on est sur des cultures traditionnelles. Vous voyez qu'il y a deux zébus. Typiquement, un producteur malgache d'ananas a 3 à 4 zébus et 2 ou 3 hectares d'ananas. Voilà, c'est son mode de locomotion, c'est son mode de labour. Donc, c'est avec les zébus qu'il laboure. Et c'est aussi les zébus qui vont tirer la charrette le plus souvent pour le transport. Bon, après, il y a des camions qui vont rapporter à la capitale, mais le producteur lui-même est sur de la traction animale.
Voilà. On est aussi sur des cultures extensives, donc en fait avec très peu de densité de plants à l'hectare, puisqu'on a 5000 à 6000 plants à l'hectare. Sur les agricultures intensives, on peut aller jusqu'à 120 000 pieds à l'hectare, donc 20 fois plus. Donc là, on est vraiment voilà, une culture traditionnelle, des petits producteurs et un respect de leur terrain. On a aussi une biodiversité agroécologique, puisqu'en bordure du parcelle, on va retrouver des épices, par exemple, du gingembre, et aussi un peu de culture vivrière. Pour la mangue, on est sur une toute petite association de producteurs, puisqu'il y a 7 producteurs, enfin 6 producteurs et une productrice, exactement. On est sur une mangue Essie, qui est typique de cette zone. C'est quasiment des forêts sauvages. En fait, c'est des arbres assez anciens, qui ont entre 20 et 30 ans, qui ont été plantés. Les terres appartiennent bien aux producteurs. Mais par contre, la forêt a poussé dans leur propriété. Donc c'est vraiment comme une forêt, en fait. Et en moyenne, chaque producteur a une vingtaine d'arbres de manguiers sur lesquels ils vont récolter. Voilà, on est sur nos petits, ouais, comme je l'ai dit, des petits groupements voilà, une activité très traditionnelle. De la même façon que pour l'ananas, on est sur des cultures pluviales, hein, pas d'irrigation. Voilà. Et le dernier, c'est le litchi, donc une variété Kaimi dans la région de Manakara. Comme je vous ai dit, qui est la plus réputée au niveau de la qualité des litchis. Et le litchi de cette région-là est réputé comme le plus parfumé. Et je vous assure que vous verrez en goûtant les jus, mais c'est juste incroyable, rien qu'en ouvrant le bouchon, l'arôme qui se dégage en fait de la bouteille. Là aussi, on est sur des cultures semi-sauvages, hein, c'est des arbres qui sont anciens, qui ont 30 à 40 ans. Et pareil, la végétation a poussé partout, donc il y a une grosse biodiversité aussi sur ces propriétés-là. Il n'y a pas de culture, c'est vraiment que de la cueillette, hein. Donc on est vraiment sur du sauvage, du semi-sauvage. Alors à l'écran, vous voyez qu'il y a une jeune femme qui a des litchis dans la main et qui après, en fait, elle va recouvrir dans son panier les litchis d'une feuille qui s'appelle le Ravenara. Donc c'est simplement pour permettre un bon transport des fruits et de protéger le fruit. Le litchi, c'est un produit sensible qui pourrait fermenter. Donc c'est simplement pour le protéger du soleil pendant le transport jusqu'à ce qu'il arrive à bon port. Alors dans ce projet, ce qui est aussi très intéressant, c'est que notre partenaire technique sur place, Avamad, suit les producteurs de A à Z. La première chose, c'est qu'il y a un gros appui organisationnel. C'est lui au départ qui a vraiment aidé à structurer les paysans pour qu'ils se forment en coopérative. Et également, ils accompagnent les paysans sur la partie de leur gestion simplement quotidienne, administrative et financière, simplement pour qu'ils sachent faire leur compte. Ils ont aussi élaboré avec la GIZ, donc la Régie de développement, tous les coûts de production des différents producteurs. Le but étant bien sûr en équital de s'assurer du coût de production et s'assurer que le coût d'achat prenne en compte ces coûts de production. Et puis en 3, il y a aussi un suivi agronomique des techniciens. Il y a aussi 9 techniciens de la GIZ, donc un organisme de développement qui sont en accompagnement. Le plus gros enjeu, de ce que je comprends, c'est vraiment de rajeunir les plantations, qui sont toutes en fait assez âgées. Le souci, c'est qu'en fait, une plantation âgée, ça veut dire que le rendement des manguiers, par exemple, ou même des ananas, est bien moindre, donc c'est moins de production pour les producteurs. Donc il y a toute une activité de plantation à retravailler. Vous voyez Ritz à l'écran, là, qui est le jeune qui a un stylo à la main. C'est lui, c'est lui que j'ai en contact. Et c'est lui qui mène cette partie-là. C'est un ingénieur agronome et donc qui suit aussi les paysans pour aider dans cette partie, sur cette partie-là des itinéraires techniques. Alors, il y a aussi un axe, un point d'amélioration sur la partie fertilisation, notamment pour l'ananas, avec l'apport de fumier des ébus, des producteurs. Et aussi, le but, c'est de pouvoir tailler les manguiers
simplement pour améliorer aussi un petit peu le rendement et donc la production par producteur. Alors, une décomposition du prix du commerce équitable payé au producteur. Donc, en gris, un petit peu foncé, là, vous avez le prix de vente sur le marché local. Donc, pour l'ananas, par exemple, qui est de 250, entre 250 et 300 aria par kilo pendant la pleine saison, en janvier-février. Donc, vous voyez que nous, on paye un prix à peu près 30% supérieur à 330 aria par kilo. Et ce prix de 330 aria par kilo, il tient compte des coûts de revient de production du producteur, plus 30%. À cela se rajoute une prime bioéquitable de 10%, donc de 33 aria par kilo. Et à cela se rajoute la prime que nous, on met en fait, que Solidarement met de sa poche, qui correspond à 184 aria par kilo. Donc vous voyez que si on cumule le prix bio payé au producteur directement, plus la prime qui lui est versée, plus le fonds de développement, qui ira des projets, pas forcément pour la coopérative, bah, on est sur un prix, une valeur de 547 aria par kilo. Donc si on compare simplement le prix de vente de l'ananas vendu sur le marché local au prix auquel on achète nous, bah, c'est x2. C'est 99% de plus, donc c'est x2 en fait. Vous voyez qu'il y a un impact très fort sur la valeur, le prix d'achat et la valeur d'achat, enfin, la valeur du commerce équitable et de ce qu'on apporte aux producteurs. Outre ça, il y a aussi un engagement déjà existant d'apporter une assurance santé aux producteurs, qui fait partie déjà des contrats actuels. Et bien sûr, puisqu'il y a aussi une activité de transformation, on travaille aussi en partenariat bien sûr avec un transformateur sur Madagascar. Et ben, les ouvriers du site de transformation sont eux aussi très bien rémunérés par rapport aux grilles de salaire moyennes de Madagascar, avec un salaire d'environ 30% supérieur. Donc voilà, on est équitable sur toute la ligne. Et voilà, c'est des choses assez fines qu'on a pu faire, parce qu'on est en collaboration très étroite et qu'on va continuer à affiner. C'est quelque chose aussi que je vais transmettre à Pierre de la fédération, notamment sur la partie décomposition des prix des prix. On va faire un petit travail, on l'a déjà fait, je vais le transmettre à Pierre, donc sur la part payée au producteur, la part qui revient à la transformation, et après la part de chaque acteur dans la chaîne. Alors, un petit focus production sur c'est quoi en fait la production d'un jus. Alors, on est sur un matériel vraiment de qualité, assez technique, vous verrez. Un jus, c'est quelque chose de très sensible parce qu'un jus mal préparé, c'est potentiellement un jus qui va fermenter ou qui va perdre sa couleur. Donc, la première étape très manuelle, c'est qu'on enlève la couronne et le pédoncule avec un petit couteau là, que vous voyez sur la gauche. On va laver avec de l'eau, simplement, c'est de l'eau, hein, les fruits. Une fois qu'ils sont lavés, alors c'est plutôt l'étape 3, ça part dans un convoyeur qui est à droite, vous voyez. De ce convoyeur, on va partir sur cette grosse unité là, en haut en fait qu'on voit. Alors cette unité, elle est composée de 4 machines. On a un batteur à gauche, qui est le gros appareil là. Alors le batteur, il va permettre de peler en fait la peau du litchi ou de la mangue notamment. Une fois que la peau est enlevée, il y a une raffineuse et une presse. Donc la raffineuse, c'est aussi pour l'ananas, pour pouvoir en fait découper la peau. C'est un autre type d'outil pour enlever la peau. Une fois que ça s'est fait, ça passe sur la presse qui est en bas. Donc on extrait le jus. Et en fin de ligne, on a un décanteur et une centrifugeuse pour bien séparer s'il reste encore des bouts solides et ne conserver que le jus limpide. Voilà. Et en bas, vous voyez qu'on a un tableau de contrôle parce que c'est quand même assez technique pour bien contrôler tous les paramètres, notamment de l'ensemble de la chaîne. Et on a un pressoir. Vous voyez le pressoir qu'on a dans la photo globale au-dessus. Là, on l'a en plus détaillé. C'est simplement une vis sans fin qui tourne pour broyer l'ananas et extraire le jus. Voilà, de là, le jus va passer alors
alors pour protéger ce jus-là, donc il passe dans une espèce de citerne qu'on voit à gauche, pardon, qu'on appelle un désaérateur. Simplement, on va enlever toute trace, toute bulle d'air qui peut se trouver dans le jus fraîchement pressé. Parce qu'une bulle d'air, ça veut dire potentiellement un facteur de fermentation à venir. Donc c'est très important. Et une fois qu'il est passé dans ce désaérateur, il passe dans ces grands tuyaux, dans ces tuyaux, vous voyez, horizontales, très rapidement, en l'espace de quelques secondes. Donc il passe d'un bout à l'autre. À une température, vous voyez, un jus d'ananas, il passe à 115 degrés. Donc là, on va simplement stériliser les jus. C'est comme une flash stérilisation pour conserver en même temps le plus possible les qualités nutritionnelles du jus de fruits. Et une fois que ce jus est stérilisé, il passe dans des fûts de remplissage aseptiques. Donc là, on est sur des poches vides. Il y a un vide d'air et donc le jus rentre directement dans les poches sans être en contact avec l'oxygène. Toujours pareil dans ce but de pouvoir permettre une bonne conservation. Dernière étape, on est sur la partie mélange. Donc là, vous voyez que on a une cuve de mélange avec, vous voyez, 2 bidons là, de 300 litres chacun, dans lequel on va pouvoir faire notre mélange. Donc on va mettre notre jus d'ananas et notre jus de gingembre, le mixer, et pouvoir ensuite le repasteuriser, puisqu'en fait on a ouvert, d'ailleurs c'est à l'inverse, hein. On ouvre d'abord les fûts qu'on avait utilisés tout à l'heure. Comme on les a ouverts, on va devoir pasteuriser. Et après, ça part sur la ligne d'embouteillage, puisque nos jus sont à la fois transformés sur place et aussi embouteillés sur place. Donc, on est sur une production 100% Madagascar. Voilà, et un petit refocus sur nos 4 coopératives de fruits. Donc, la première coopérative d'ananas, avec nos 40 producteurs. Et vous voyez, ils écoulent à peu près la moitié de leur production sur le marché local, 200 tonnes. Et le reste va partir en jus avec nous et aussi en partie en bio. Ce sur quoi on a beaucoup travaillé aussi là récemment avec les producteurs et avec Avamad, c'est sur le projet de commerce équitable. Donc les producteurs ont identifié, et aussi avec le certificateur commerce équitable, les producteurs ont identifié leurs besoins. Donc là, vous voyez que pour l'ananas, ils ont identifié le besoin d'amélioration des infrastructures routières, de financement des mutuelles de santé pour la famille, pas juste pour les producteurs, et aussi la scolarisation des enfants. Donc ça, voilà, ça va être c'est le premier G. Et après, une fois les budgets finalisés, une fois les volumes finalisés, en fonction aussi des ventes qu'on va pouvoir avoir, et ben dans 6 mois, 1 an, on pourra vous présenter un budget, comment a été dépensée cette prime pour le fonds de développement, et concrètement, on vous enverra des photos, et j'espère qu'on pourra faire venir des producteurs pour qu'ils puissent expliquer eux-mêmes voilà, comment cet argent a été investi. Donc ça, c'est la première coopérative. Vous voyez qu'on est dans le centre de Madagascar, à Fiaonana. Vous voyez aussi qu'on a 40 producteurs, mais 200 personnes impactées. Un producteur sur l'ananas, en gros, c'est 3-4 enfants en moyenne, plus quelquefois, il y a d'autres personnes qui aident pour l'accueillir. Donc c'est pour ça qu'on a 200 personnes impactées. Sur les producteurs, voilà, ça c'est le deuxième producteur d'ananas. C'est à peu près la même taille. On est sur des superficies un peu plus petites. Vous voyez, on a 1 hectare par producteur. Voilà. Bon, eux, ils ont mappé un peu la même chose au niveau du groupement producteur. Les infrastructures routières pour permettre un meilleur accès, et puis le financement de la mutuelle de santé pour les familles. Et après, ben, on a notre petite association pour la langue avec nos 6 producteurs et notre productrice qui est là, qui est à l'écran. Donc là, on est dans une zone très isolée, à l'ouest de l'Éthiopie. Vous voyez que ça représente 5 hectares, donc on a moins d'1 hectare par personne. Et en gros, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 20 manguiers par producteur qui vont collecter leur mangue. Alors, on est sur des besoins au niveau du commerce équitable, c'est des besoins basiques. Le riz est quand même la nourriture de base pour Madagascar. Donc là, il y a un projet d'irrigation en fait, de la culture de riz pour permettre en fait, d'avoir plus de production sur leur culture vivrière.
Voilà, le dernier petit projet, c'est sur le litchi, la coopérative de Tanama-Soandro, dans l'Est, qui est aussi une coopérative très isolée. Donc là, on a 14 productrices, une à l'écran, donc à peu près un tiers de femmes, c'est le groupement avec le plus de femmes. Et comme par hasard, si vous regardez le projet de commerce équitable, comme on le sait, les femmes sont généralement beaucoup plus soigneuses, donc c'est elles qui, vous voyez, qui veulent reboiser avec le ravinala. Vous voyez, c'est cet arbre un peu comme un pan là, qui fait la roue. Et rappelez-vous tout à l'heure, c'est ces feuilles de cet arbre qu'on utilise pour empaqueter délicatement le litchi et pour le protéger du soleil. Donc là, ils sont vraiment dans ce rôle-là. Et la deuxième activité pour laquelle ils ont pour l'instant sont manifestés pour l'instant, c'est ils voudraient planter des cyperacées, en fait, qui sont un peu comme des roseaux, pour leur permettre de fabriquer des nattes à vendre sur les marchés locaux. Donc voilà, c'est leur projet. On voit que là, il y a une petite la touche féminine qui apporte un peu son bon sens et son savoir-faire. Et vous voyez qu'avec sur le litchi, comme pour la mangue, on est sur des familles plus nombreuses. C'est des familles, généralement, il y a 4-5 enfants. Et avec le nombre de personnes impactées est très important. Pour simplement 33 producteurs, on a 230 personnes impactées. Voilà, j'ai fini.